Bonjour et bienvenue dans le podcast Voyage en Périnée. Les fausses couches, les avortements, ces chagrins de nos ventres, c'est le sujet que je vais aborder dans cet épisode de podcast. Alors tu es peut-être concerné ou quelqu'un de ta connaissance. Moi, en tant que sage-femme, en tout cas, j'ai l'expérience que 10 ans, 20 ans, 30 ans après, les femmes pleurent encore ces bébés perdus. Alors écoute cet épisode si tu veux déjà dans un premier temps avoir une idée de comment te libérer du chagrin et puis comment ces avortements, ces fausses couches ont un impact transgénérationnel et comment aborder un rituel pour libérer ces petites âmes. Je t'invite dans mes histoires de naissance et de navigation et comment elles nous enseignent à nous libérer des mémoires traumatiques, à trouver notre ancrage et nous ouvrir à notre plein potentiel. Si ça te plaît, like, partage et laisse-moi un joli commentaire. Alors qu'est-ce que nous chuchotent nos fœtus et nos ventres pleins de chagrin? J'ai tellement eu de femmes dans mon cabinet de sage-femme qui, 1 an, 10 ans, 30 ans après une fausse couche ou un avortement, pleurent encore leur bébé. Et puis, un jour, j'ai eu une information, un petit peu sur le terrain, par hasard, qui m'a mis comme une évidence sous les yeux à quel point ces âmes sont comme enfermées dans une cage de chagrin dans nos ventres qui pleurent encore ces bébés perdus. Et je vais te raconter cela, comment il est vraiment nécessaire, et écoute ce podcast même si tu es bousculé, pour comprendre, sentir dans ton corps comment ces petites âmes ont besoin de toi pour être libérées dans l'univers. Tout d'abord, et j'en ai parlé là dans un podcast précédent que je vais mettre en lien, sur le fœtus qui est un éveillé. Je te fais un rappel. Ce fœtus qui est dans ton ventre, qui a été dans ton ventre, ou peut-être d'une de tes amies, il a d'abord été pensé, ensuite il est devenu une cellule via les 2 gamètes, ovules et spermatozoïdes qui se sont rencontrés. Il s'est glissé dans l'odomètre maternel et il s'est transformé. Donc ce fœtus est tout autant l'endomètre, donc l'utérus, donc la mère, qu'il est son liquide amniotique, qu'il est son placenta et qu'il est le fœtus. Il est en liquide amniotique, il est planète, il est cosmos, il est univers. Ce bébé, dans le ventre d'une femme, ce fœtus, cette cellule devenue fœtus dans le ventre d'une femme, parcourt les millions d'années de la création de l'univers. Donc, si tu es concerné par un bébé perdu, remercie ton ventre de lui avoir offert l'univers pour quelques millions d'années. Tu lui as offert cette planète de béatitude amniotique pour quelques millions d'années que cette cellule avait besoin de passer là pour évoluer, pour maturer, sans venir s'incarner. Ton ventre était l'univers pour ce bébé. Ta tristesse vient de la perte, alors qu'il est peut-être possible que tu l'abordes d'une autre façon, c'est-à-dire que ton ventre
a offert un nid à une entité qui avait besoin d'évoluer sur quelques millions, milliards d'années. Alors évidemment, si tu as des tristesses, que tu ne peux pas avoir d'enfant, que c'est la xème fausse couche, ou que tu as été obligé de te faire avorter, ou qui concerne ta vie, c'est important là que tu puisses faire une discrimination entre où est ton chagrin et cette âme qui avait besoin de toi pour faire un petit tour dans cette planète de béatitude maternelle sans s'incarner sur Terre. Et je vais te raconter quelque chose qui m'a mis sur le chemin de cet invisible, de ce dont ont besoin les fœtus. Et ça, c'était au tout début où je commençais à comprendre un peu le traumatisme transgénérationnel, quel impact il a. Et tout d'abord, je vais te raconter, ça se bouscule dans ma tête là, parce que j'ai deux choses à te raconter. Il se trouve que mon dernier fils est dans un grand chamboulement de sa vie. Il a décidé de démissionner du métier qu'il a appris, c'est un cycle court. Il est venu nous rejoindre en Grèce et il change sa vie, il démarre un processus en Grèce, il veut devenir skipper et puis on l'a laissé à l'EFCAS en se disant pourvu que notre petit bébé se débrouille. Et j'ai eu le temps de discuter avec mon fils. Forcément, ça faisait des années que j'étais pas aussi souvent avec lui puisqu'il a sa propre vie. Et c'est d'ailleurs le seul de mes enfants qui m'écoute vraiment par rapport à tous mes trucs de transgénérationnel, un peu bizarres, un peu d'invisible. Et tu te sens peut-être concerné si tu es sensible à tous ces espaces et que tes enfants te rejettent un petit peu. Enfin bref, Félix, lui, il est plus ouvert. Et il est arrivé ici avec un fort désespoir en lui-même. Et il dit beaucoup, mais c'est marrant, j'ai pas l'impression d'être là, j'ai pas l'impression d'exister, je suis un mongol, j'y comprends rien, il était en échec scolaire, etc. Alors que quand on discute avec lui, il est très smart. Et ça, je pense que beaucoup d'entre vous, toi tu te sens concerné aussi, peut-être par un enfant qui est décalé, mais qui pourtant est super. Et puis j'entends parler mongol et je lui dis mais au fait tu le sais hein, que j'ai fait une fausse couche avant toi, un bébé qui est mort à plus de 12 semaines et que c'était un enfant qui en fait aurait été trisomique. Et là, il me dit mais maman, je viens de sentir mon cœur exploser. Oui, je savais que tu avais fait une fausse couche, mais je ne savais pas que c'était un enfant trisomique qui n'aurait pas été viable, parce que c'était une trisomie 18. Et je comprends, et on a reparlé beaucoup dans la suite, mais c'est pour ça que je me traite toujours de mongole, que j'y comprends rien, que je suis un vrai mongol. Et à partir de ce jour-là, il a pu commencer à prendre appui. On l'a vu d'heure en heure, le capitaine, mon mari, l'a vu aussi d'heure en heure, comme venir enfin à la vie, à exister enfin. Et ce qui m'a mis sur la piste il y a maintenant plus de 20 ans, quand je commençais à bidouiller un petit peu, parce que c'est vraiment une connaissance de terrain que j'ai. J'avais un peu compris qu'il y avait peut-être des mémoires transgénérationnelles, mais c'était très fumeux encore pour moi. Et une de mes collègues sage-femme vient me voir en me disant « Oh Anne, ça m'intéresse, les processus chamaniques ». Moi j'étais en train un peu de commencer tout ça, avec une plus ou moins bonne conviction. Mais toujours quelque chose qui me poussait, et cette amie, je l'accompagne tout tranquillement, avec des choses très très simples, avec le tambour. Elle rentre vraiment en transe. Elle fait son processus avec la guidance, je ne saurais plus dire exactement quelle guidance. Et quand elle revient, elle est sidérée. Elle me dit, mais Anne, tu le sais que j'avais quasiment oublié que j'ai eu un avortement quand j'étais très jeune. Nous étions très amoureux, très très jeunes. Nous n'avons pas trouvé
d'autre solution qu'un avortement. Elle disait nous parce qu'elle était très amoureuse du garçon qui était très impliqué. Et surtout, ce qu'elle a rajouté d'essentiel, elle m'a dit, mais je comprends pourquoi j'ai eu 3 césariennes. Ce bébé, en quelque sorte, bouchait la sortie. Cette mémoire de cet avortement digéré malgré tout, qui n'était pas du tout digéré, a fait que le passage des 3 enfants qu'elle a eus par la suite avec quelqu'un d'autre n'ont pas pu naître par voie naturelle. Il y avait un impact de cette petite âme. Heureusement, j'avais lu les écrits de Jean-Pierre Relier, qui est un néonatologue, qui paraît-il d'ailleurs a été très décrié dans le milieu médical, mais qui a écrit un livre, justement, où il aborde ce sujet, c'est que les fœtus ont quelques millions d'années à passer dans le ventre d'une femme, et qu'on ne connaît pas le mystère du pourquoi il ne va pas s'attarder, pas s'incarner. Et il l'a vu aussi, il raconte aussi que en service de néonatologie, il a vu des bébés qui étaient quasiment condamnés à avoir une force de vie phénoménale et qui finalement, même très prématurés, ont fini par vivre et très bien vivre. Et comment d'autres bébés qui semblaient avoir tous les atouts pour vivre, en quelque sorte, se laissent mourir. Ce livre, L'aimer avant qu'il naisse, m'a ouvert des portes de cette compréhension, de la transmission transgénérationnelle, de l'élan de vie. Cette collègue sage-femme m'a donné des outils de compréhension et moi je l'écoutais raconter ça en me disant « mais oui, mais c'est dingue ». Et je fais un petit rajout à ce podcast au moment du montage, parce que ce qui est incroyable, c'est que quelques semaines après, une de mes amies ostéopathes m'a téléphoné pour me dire « Anne, je viens de voir cette sage-femme là à qui tu as proposé ton rituel. Ça faisait des années que j'essaie de rééquilibrer son bassin sans y arriver, en tout cas dans du long terme. Et là, son bassin, elle est arrivée avec son bassin rééquilibré. » Le soin que nous avions fait ensemble avait rééquilibré son bassin. Et puis, dans cette conversation récente en mérionienne avec mon fils qui revit sous mes yeux à 23 ans, en réalisant qu'il s'était identifié à ce bébé trisomique et se comportant comme un trisomique et surtout n'ayant pas l'incarnation. C'est un enfant qui a un sport où il se fait mal, où il tombe, et il a toujours besoin de tomber, de s'écorcher le corps sur terre pour être incarné. Et moi, je me posais beaucoup de questions, mais je ne m'étais jamais posé la question de cette fausse couche. Parce que comme je l'avais bien vécu avec mon mari, peut-être parce que j'avais suffisamment de maturité, peut-être aussi le soulagement, c'était une trisomie, donc c'est pas plus mal qu'il soit plus là, que j'avais aussi déjà 3 enfants, que ça me paraît, en tant que sage-femme, il y a des bébés qui naissent, il y a des bébés qui naissent pas. Bref, c'était pas une souffrance, donc j'ai pas personnellement traité, mais ça a sauté une génération et ça a impacté mon fils, qui a pris la place dans mon utérus suite à ce bébé mort dans mon utérus. Donc en quelque sorte, il a grandi dans un caveau. C'est pour ça qu'il est nécessaire, je ne sais pas comment tu sens ça, si tu es toujours là, c'est que tu es concerné. Il est hyper important, comme par hasard, j'entends un petit oiseau chanter. Il est important de pratiquer ces rituels. Alors tu as accès à un rituel que j'ai offert plusieurs fois, qui est maintenant accessible, avec le lien que tu vas trouver sous ce podcast. Mais déjà, tu peux te poser.
Comme par hasard, il y a des oiseaux, j'espère que tu les entends dans l'enregistrement autour de moi, il y a du vent aussi. Parce que cette âme, ce dont elle a besoin si tu as du chagrin, c'est que tu ouvres cette cage de chagrin qu'est ton cœur. Ce chagrin de ce bébé perdu. Cette âme, elle a besoin que tu la laisses partir. Continuer son chemin d'âme dans l'univers, dans le mystère, dans ce que tu ne comprends pas, dans ce qui t'échappe peut-être. Voilà, je sens, pose-toi bien, écoute ces mots. Écoute cette petite âme, de quoi elle a besoin? Est-ce qu'elle te laisse un message? Laisse ton cœur s'ouvrir, laisse ton ventre s'ouvrir pour libérer cette âme-là qui a besoin absolument que tu la laisses voyager librement. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas garder l'amour pour cette âme, l'amour pour les circonstances dans lesquelles tu es, ou que tu vas peut-être avoir de la tristesse pour les circonstances en lesquelles tu es, mais dont ce bébé, cette âme n'est pas responsable. Cette âme avait juste besoin de toi pour quelques millions d'années à traverser dans ta planète de béatitude maternelle. Respire tranquillement, chante, une berceuse peut-être, écoute ce chant de « Va mon âme » et je t'encourage vraiment à chanter, à faire des vibrations parce que en fait tu es attaché en quelque sorte et ça c'est tellement souvent ça, tu es attaché au chagrin parce que tu crois que de laisser partir cette petite âme, laisser partir ce chagrin, c'est une trahison. Et non, c'est un cadeau que tu fais. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que les oiseaux se sont mis à chanter exactement au moment où j'ai évoqué le fait de laisser les petites âmes s'envoler. Ça me fait croire à la magie. Il n'était pas là quand je me suis assise. Tu vois la joie qu'il y a à libérer nos chagrins. Cette petite âme, ces petites âmes peut-être, ont besoin de toi, ont besoin que tu ouvres la cage du chagrin pour laisser s'envoler comme un oiseau cette âme dans l'univers. Si tu sens vraiment que ça t'a parlé, tu peux aller plus loin avec le rituel que j'ai mis en lien en dessous de ce podcast. C'est un rituel que j'ai très souvent proposé, que ce soit en soins individuels, que ce soit en soins collectifs, dans des festivals du féminin sacré. Et à chaque fois, c'était tellement phénoménal. Moi-même, je suis bouleversée à chaque fois que si simplement, il est possible de vraiment libérer les âmes qui se sont perdues dans nos ventres en quelque sorte. Non, ton ventre n'est pas un cimetière. Ton ventre est un royaume, est une planète. Quel que soit ce qui s'est passé dans ton ventre, dans ton utérus, tu peux poser tes mains sur ton ventre. Visualiser que c'est un temple.
un temple, d'autant plus que tu vas respirer à l'intérieur, ouvrir ton cœur, oser te poser dans ton périnée qui peut du coup enfin revivre. Il était peut-être figé par ce chagrin. Certainement il était figé par ce chagrin. Et c'était peut-être aussi un chagrin transgénérationnel. Il y a peut-être des évocations de bébés morts qui sont venus pendant mon discours. Nous en parlerons plus tard. Et pose-moi les questions en commentaire de comment voudrais-tu que j'aborde ce sujet. Et témoigne-moi comment tu as vécu cette